Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de l'invitation. On m'a demandé de parler de la collaboration en recherche. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite synthèse des différents travaux qu'on a menés à Montréal sur cette question. Mais également, à la lumière de ce qui s'est passé au cours de la journée d'hier et d'une partie de la matinée, j'ai également compilé quelques données sur la situation un peu plus spécifique au Maroc. Question peut-être d'orienter les discussions. Évidemment, ces données sont basées sur le Web of Science qu'on a amplement discuté hier avec toutes ses limites, mais également certaines de ses forces. Donc, il faut évidemment prendre ces données avec un certain grain de sel. Donc, on va commencer par faire un survol des différentes formes de collaboration et de leurs incitatifs. Et là-dessus, je vais me baser sur un sondage qui a été fait par mon collègue Hamid et certains autres de nos collaborateurs pour voir un peu quelles sont les perceptions des chercheurs du Maghreb par rapport à la collaboration. Ensuite, on va aller un peu plus haut, à une échelle un peu plus agrégée. On va regarder la relation entre les différentes formes de collaboration et leur impact là, vraiment à l'échelle mondiale au cours des 100 dernières années. Donc, on peut analyser si en 1900, il y avait vraiment des effets positifs à la collaboration ou on était davantage à l'époque du génie solitaire qui réglait les problèmes scientifiques. Donc, c'est un peu plus de la recherche fondamentale, mais ça nous permet de comprendre les différentes tendances par rapport à la collaboration. Et enfin, je vais conclure sur le cas spécifique du Maroc. Donc, je veux fournir certaines données sur l'importance du national dans l'international. Donc, dans l'international, il y a le national et l'importance donc, de la collaboration au sein même du Maroc. Les effets de la collaboration sur les objets d'études. Donc, quand on est en collaboration internationale, est-ce que ça a des effets sur ça, sur quoi on travaille? Et enfin, en gros, d'une façon plus générale, la division du travail nord-sud. Donc, différentes formes de collaboration. On sait que quand on parle de collaboration bibliométrie en général, ce que l'on veut dire, c'est collaboration sur des articles. Donc, ce qu'on veut dire, c'est co-autorat. Mais dans les faits, il y a plein de formes de collaboration. On peut co-diriger des étudiants. On peut organiser entre collègues une conférence où chaque conférencier va parler de façon individuelle. Mais dans les faits, il y a une certaine collaboration dans l'organisation. On peut financer des équipes au Québec. Il y a énormément de financement qui est donné pour les équipes de recherche. Donc, on dit, pour avoir du financement, vous devez être plusieurs, mais on n'a aucune idée si effectivement ce financement-là mène à du travail collectif, mais de faire une demande de subvention ensemble, c'est effectivement une certaine forme de collaboration. On peut contribuer individuellement à un ouvrage collectif, ce qui est encore là une certaine forme de collaboration. Et il y a enfin la publication d'articles qui est l'une des formes que peut prendre la collaboration, mais qui est souvent la forme principale, qui est mesurée. Évidemment, quand on parle de publication d'articles, il faut comprendre que c'est pas dans les différentes disciplines, on n'a pas toute la même façon d'attribuer le statut d'auteur. Donc là, je vais vous mettre un peu en contexte sur la proportion de gens qui vont être auteurs, en fait, pas la proportion, mais le nombre de gens qui vont être auteurs versus le nombre de gens qui vont être remerciés. Donc, ce que l'on a fait dans ce projet, c'est que l'on a pris pour l'ensemble des articles scientifiques le nombre d'auteurs, mais également le nombre d'individus qui sont remerciés dans ces articles-là. Et on voit d'importantes différences disciplinaires, mais on voit surtout que ces différences disciplinaires sont encore plus importantes si on ne prend que les auteurs. Donc, quand on prend la ligne, la partie de la ligne qui est seulement en bleu, on voit que, en gros, en physique, on est beaucoup plus loin que, par exemple, dans le domaine des sciences sociales, qui est le quatrième à partir du bas. Maintenant, quand on inclut les gens remerciés, donc c'est des gens qui ont fait partie de l'équipe de recherche, mais qui n'ont pas obtenu le statut d'auteur, on voit que les différences sont beaucoup plus faibles. Donc, si on prend en fait la chimie et les sciences sociales, on voit qu'en chimie, on ne remercie personne. Pourquoi? Parce que tout le monde qui participe à la recherche va avoir le statut d'auteur, alors qu'en sciences sociales, on fait une division assez importante entre les gens qui vont être auteurs et les gens qui vont être remerciés. Donc, il faut comprendre que quand on compte le co-autorat, on ne compte pas toutes les disciplines de la même façon parce qu'on ne focus que sur les gens qui ont co-signé. Mais quand on regarde ça un peu plus en détail, dans certains domaines, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à la recherche, comme c'est le cas ici en sciences sociales, mais qui ne seront pas auteurs des articles scientifiques. Donc, c'est une première limite, en fait, que je tiens à mentionner, des mesures basées sur le co-autorat. Donc, pourquoi on collabore? Bien, évidemment, une des fonctions principales, et mon collègue a fait un très bon sommaire, en fait, des raisons pour lesquelles collaborer. Je vais revenir sur certaines d'entre elles. Donc, évidemment, partage de ressources matérielles et financières.
On ne peut pas tous se payer un accélérateur de particules et donc, en conséquence, on collabore au sein de cet accélérateur-là. Évidemment, à une plus petite échelle, on observe ça aussi. Le partage de l'expertise. Évidemment, plein de préférences personnelles ou de stimulation intellectuelle, dans ce sens où on préfère collaborer parce que pour nous, on trouve que c'est un peu plus intéressant que de travailler seul. En parallèle avec ces raisons-là qu'on peut voir qui sont, disons, très légitimes et peut-être un peu plus importantes, on a évidemment des notions de prestige. On veut collaborer parce que c'est un peu plus prestigieux. On veut collaborer parce que ça permet de publier davantage, ça permet une meilleure division du travail. On peut collaborer dans certains cas parce que c'est une condition des organismes subventionnaires, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, vous devez être en équipe pour obtenir un certain financement. Donc, on force un peu du point de vue du financement la collaboration. Ce qui m'amène à quelques petites données. Donc, ça, c'est les considérations générales. Quelques petites données que l'on a obtenues ici au Maroc sur les chercheurs du Maghreb. Donc, on a demandé aux chercheurs de Tunisie, d'Algérie et du Maroc pourquoi collaborer. Et là, il y a deux résultats qui sont assez intéressants. Pour chacun des pays, accéder à des revues à haut facteur d'impact est un critère qui était extrêmement important, donc plus de la moitié. Dans le cas de la Tunisie, c'était les 2 tiers qui mentionnaient ça comme un aspect crucial de la collaboration. Et de façon similaire, la collaboration permettait une meilleure réputation. On voit que dans les deux cas, c'est plutôt loin du contenu de la recherche à proprement parler, c'est davantage une question de forme. Déterminants de la collaboration, ça c'est des éléments importants à comprendre. On ne peut pas forcer nécessairement la collaboration. Les contacts personnels entre les chercheurs sont au cœur des activités de collaboration. Donc, est-ce qu'on connaît des gens à l'étranger avec qui on va collaborer? Si on connaît des gens à l'étranger, ça veut dire qu'on a déjà un certain lien avec l'étranger, qui a peut-être eu de la mobilité au point de vue des études doctorales ou postdoctorales. Et on voit, et ça c'est la 3e colonne, que les cooperation agreements, donc les ententes de collaboration entre les universités, sont rarement mentionnées comme étant extrêmement cruciales. Donc on voit qu'on est davantage dans l'informel que dans le formel quand vient le temps de la collaboration. Ça, je trouve que c'est extrêmement important à mentionner. Ce qui m'amène aux données macro. Donc là, on fait un saut un peu plus à l'échelle mondiale. Et donc, on s'intéresse à la relation entre l'impact et la collaboration scientifique. Donc ici, on a des données sur plus de 100 ans, 32 millions d'articles, plus d'1 demi-milliard de citations reçues par les articles. Et il y a un élément crucial ici, c'est l'exclusion des autocitations. Parce qu'un argument qu'on sort souvent, c'est que oui, dans le fond, la recherche en collaboration n'est pas nécessairement de meilleure qualité. Elle est plus citée parce que si vous avez plus d'auteurs et que chacun de ces auteurs s'autocite une fois, bien évidemment, on va voir davantage de citations pour la recherche en collaboration. Donc, ce que l'on a fait ici, c'est que toutes les autocitations, donc que vous soyez 2e ou 7e auteur, toutes les autocitations sont exclues. Et les mesures d'impact sont évidemment normalisées de façon classique selon l'année de publication et la spécialité. Donc, première acétate importante, première diapositive importante, c'est la croissance de la collaboration. Donc, on peut regarder seulement le diagramme qui est à votre gauche. De 1900 à aujourd'hui, on voit le déclin des articles qui ont un seul auteur, la croissance des articles qui ont 2 auteurs, mais également leur déclin en proportion au profit des articles qui ont 3 auteurs et plus et qui déclinent eux aussi également. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est une augmentation massive des méga-collaborations, pas à 2-3 auteurs, mais à 10, 15, 20, 30 et 40 auteurs. Et on voit la même chose, évidemment, à une échelle un peu plus faible, mais similaire dans le domaine des sciences sociales et humaines qui est à votre droite, donc évidemment le déclin de l'auteur seul qui représente en fait maintenant à peine environ un peu moins que le tiers, si je vois bien, oui exactement, un peu plus du tiers, évidemment l'augmentation des collaborations à plusieurs. La même chose s'observe du point de vue des adresses institutionnelles, je vais passer assez rapidement, mais en gros, combien d'institutions se trouvent sur les articles, parce qu'en fait, dans ce que je vais vous présenter, il y a 3 types de collaboration. Donc, évidemment, la collaboration entre auteurs, la collaboration entre institutions, et enfin, la collaboration internationale. Donc, un déclin des articles qui ont une seule institution. Également, un déclin des articles qui ont un seul pays. Maintenant, il y a un élément important à mentionner ici, c'est que, bon, on parle souvent qu'il y a une majorité d'articles qui sont écrits en collaboration internationale, mais dans les faits, la proportion d'articles à collaboration internationale, elle est d'à peine 25% à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle mondiale, il y a énormément de collaboration à l'intérieur des États-Unis. Donc, évidemment, plus on est un petit pays,
plus on a de proportions, plus on a une proportion importante de collaboration internationale, mais quand on agrège ça à l'échelle de l'ensemble de la base de données, il y a seulement un tiers des articles qui sont en collaboration entre au moins 2 pays. Ce qui m'amène à un premier résultat, donc citation et nombre d'auteurs. Donc, il n'y a pas de surprise, mais les tendances sont extrêmement fortes, tant en sciences sociales et humaines, qui sont souvent vues comme des disciplines un peu plus individualistes qu'en sciences naturelles et en sciences médicales, qui sont évidemment des disciplines où on voit plus souvent de collaboration. Il y a une relation qui est très, très, très nette entre le nombre d'auteurs et l'impact moyen des articles scientifiques. On voit dans le domaine des sciences sociales et humaines qu'à partir d'environ une vingtaine d'auteurs, ce qui est en vous et moi énorme pour un article de sciences sociales et humaines, ça commence à fluctuer comme le rythme cardiaque de quelqu'un de plutôt malade, mais en gros, c'est plutôt stable. Et dans les domaines des sciences naturelles, à partir d'une vingtaine d'auteurs, ça plafonne un petit peu. Et encore là, on voit que ça reste relativement élevé. Donc, dans tous les domaines, ou plutôt dans les 2 grandes familles disciplinaires, la collaboration est associée avec un impact beaucoup plus élevé que la moyenne. Et à l'échelle de 20 auteurs, par exemple, l'impact moyen il est de 3 fois la moyenne mondiale. Une tendance similaire s'observe quand on compte le nombre d'adresses, donc combien d'institutions se trouvent sur les articles, et de façon analogue, combien il y a de pays. Donc les grandes collaborations à plusieurs pays sont associées à un impact scientifique qui est plus élevé, tel que mesuré évidemment par des citations. Je le rappelle. Maintenant, on voulait regarder l'évolution dans le temps de cette, si vous voulez, avantage épistémique de la recherche en collaboration. Et on voit en fait, et c'est la ligne la plus basse ici, que les articles qui avaient un seul auteur ont toujours eu un impact plus bas que la moyenne. Et déjà, en 1900, à l'époque où on pense que la recherche est une activité essentiellement individuelle, dès 1900, les articles à un seul auteur avaient moins de citations. On voit qu'à cette époque-là, c'est les articles à 2 auteurs qui avaient un peu plus de citations, mais au fur et à mesure que le 20e siècle avance, on voit une certaine inflation du nombre d'auteurs, et également une certaine augmentation du nombre d'auteurs qu'il faut obtenir pour avoir un nombre de citations plus élevé que la moyenne. Donc, de façon extrêmement révélatrice, vous avez à la droite de la figure les articles qui ont entre 11 et 20 auteurs qui, vous voyez, montent dans les années 60 jusqu'au début des années 80 et qui, à partir de 1982, ont un impact moyen qui est déclinant, évidemment, au profit des articles qui ont, eux, 21 auteurs et plus. Donc, il y a une réelle inflation du nombre d'auteurs nécessaires pour obtenir ou qui est associé à un impact scientifique plus élevé. Mais dans l'ensemble, on voit que c'est quelque chose qui a toujours existé. La collaboration amène des articles qui sont en général mieux reçus par la communauté scientifique. On voit la même chose, et je vais passer rapidement là-dessus, dans les domaines des sciences sociales et humaines, même au début du 20e siècle, encore là, dans un domaine où la collaboration était beaucoup moins habituelle, qu'on voit que les articles à un seul auteur ont un peu moins d'impact scientifique. Ce qui m'amène à une analogie avec le loto. Hein, vous savez, on achète des billets de loterie. Au Québec, on dit parfois toutes les combinaisons sont bonnes. Et donc, ce que vous avez ici, c'est une matrice de l'impact qui est associé à la collaboration internationale entre 2 pays. Donc, on a sur l'axe des X et l'axe des Y les 50 pays les plus actifs en recherche. Et la cellule, la coloration de la cellule, elle est fonction de l'impact scientifique moyen. Plus c'est rouge, plus l'impact est élevé, plus c'est bleu, plus c'est froid, moins l'impact est en moyenne élevé. On voit que pour toutes les combinaisons, il y a un impact scientifique plus élevé et que les articles en collaboration nationale, donc qui n'ont pas de collaborateur international, ont un impact scientifique qui est plus faible. Et ça s'observe pour chaque pays et à peu près chaque combinaison de pays. Donc, ce n'est pas tant avec qui vous collaborez. Évidemment, on s'entend qu'il y a souvent un avantage à collaborer avec le Nord, mais en général, peu importe avec qui vous collaborez, ça va être associé à un impact scientifique qui est plus élevé. Et j'ai fait la même sous-analyse pour l'Afrique, tous les pays africains, on voit des tendances analogues. Donc, le cas du Maroc. Donc, hier, pendant la journée, j'ai écouté la teneur des discours. Je me suis dit, bon, je vais sortir quelques petits chiffres sur les tendances générales. Et donc, en gros, on a 4 types de collaboration. Donc, les articles sans collaboration, les articles qui sont strictement en collaboration nationale, les articles qui combinent à la fois des partenaires
nationaux et internationaux, et les articles qui n'ont que des partenaires internationaux. Donc, on va regarder les tendances dans les différentes catégories d'articles. Donc, un premier élément important, la courbe en gris, qui est celle qui descend tout au cours de la période, donc qui parle de 75% environ à 20%, c'est évidemment les articles qui n'ont aucune collaboration, qui prennent une place de plus en plus faible dans le paysage scientifique marocain, évidemment tel que mesuré par le Web of Science, avec les limites que l'on connaît. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que les articles exclusivement en collaboration internationale augmentent jusqu'au début des années 90 et sont en déclin, au profit, en gros, des articles qui combinent à la fois la collaboration nationale et internationale et les articles qui sont strictement en collaboration internationale. Donc, on voit qu'il n'y a pas seulement des diades Maroc étrangers, mais qu'on crée réellement une infrastructure de recherche nationale où il existe des collaborateurs entre les différentes institutions, auxquels s'adjoignent, dans beaucoup de cas, également un partenaire étranger. Maintenant, en termes d'impact scientifique, on voit des résultats extrêmement intéressants pour ces collaborations qui combinent à la fois des partenaires nationaux et des partenaires étrangers. Donc ici, 1 représente la moyenne mondiale. On voit une croissance dans la plupart des catégories d'articles, mais surtout, les articles qui sont à la fois en collaboration nationale et internationale sont davantage cités que la moyenne mondiale et donc se retrouvent dans une catégorie qu'on pourrait dire effectivement de calibre mondial en termes de nombre de citations et évidemment sont en croissance, comme j'ai mentionné, depuis le tournant des années, la première décennie des années 2000. Ce qui m'amène à la question des objets. Donc hier, ça a été amplement mentionné qu'évidemment, quand on collabore avec l'étranger ou quand on publie dans les revues internationales, ça va avoir certains effets sur ce sur quoi on travaille. Et donc, ce que j'ai compilé ici, c'est donc les articles qui sont en collaboration internationale ou pas de collaboration internationale. C'était quoi la proportion d'articles qui parlaient du Maroc ou du Maghreb? Donc, c'est un indicateur qui est imparfait, mais en gros, quelle est la proportion d'articles qui ont Maroc, Morocco ou Maghreb dans leur titre ou leur abstrait? Première constatation qui est extrêmement intéressante. Donc, alors qu'en général, on pense que les sciences naturelles sont internationales et que les sciences sociales sont plus locales, on voit que les sciences de la Terre et de l'espace et les sciences de la santé au Maroc ont une dimension locale qui est extrêmement importante. Donc, quand on publie, même dans les revues du Web of Science, à 60% ou à 70%, on parle de considération marocaine. Évidemment, on s'entend qu'en mathématiques et en physique, la considération des objets nationaux est peut-être beaucoup moins importante. Mais le deuxième élément important, c'est effectivement la baisse de la proportion d'articles qui traitent d'objets nationaux quand on est en collaboration internationale. Parce que lorsqu'on est en collaboration internationale, on mène peut-être pas toujours la danse, et donc, effectivement, on a plus de chances de travailler sur des objets peut-être étrangers. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut seulement en être conscient que l'internationalisation a un effet sur les objets d'étude des chercheurs. Enfin, et c'est ma dernière acétate, si la mémoire est bonne, quel est le rôle pour les pays du Sud dans les collaborations? Donc, dans le cadre d'un de nos projets de recherche, on a analysé tous les énoncés de contributions de certaines revues qui mentionnent ces contributions au début de leurs articles. Donc, les revues de PLOS, par exemple, la Public Library of Science, a une typologie en 5 catégories qui doit être remplie par chacun des auteurs. Donc, chaque auteur doit dire qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a rédigé l'article? Est-ce qu'il a réalisé les expériences? Est-ce qu'il a contribué à des réactifs, des matériaux, des outils d'analyse? Est-ce qu'il a fait la conception et le design des expériences? Ou est-ce qu'il a fait l'analyse des données? Et donc, ce qu'on est allé voir, c'est que font les chercheurs des pays en voie de développement versus les chercheurs des pays développés ou des pays du Nord. Donc, on voit une division du travail qui est relativement claire, particulièrement en ce qui a trait à 2 types de contributions. La rédaction de l'article, c'est quelque chose qui est essentiellement fait par les pays développés, et à l'opposé, la réalisation des expériences, ou ce qu'on pourrait appeler le travail de terrain, il est essentiellement fait par les gens des pays du Sud, ce qui donne une certaine idée du type de travail qui peut être fait. Donc, on pourrait faire un cas type où on a des chercheurs étrangers qui viennent au Maroc et qui ont certaines des collaborations ici, et c'est évidemment les assistants de recherche du professeur marocain qui va faire le travail de terrain.
Est-ce que c'est une vision du travail qui est acceptable? C'est pas nécessairement moi d'en juger, mais c'est quelque chose qu'il faut encore là, qu'il faut être conscient quand il y a des collaborations internationales. Et enfin, je savais qu'il m'en restait une, qui mène la danse dans les collaborations internationales. Donc, un peu plus tôt, on essayait de voir si les chercheurs marocains donc, travaillent avec des étrangers, est-ce que ce sont eux qui vont mener le travail? Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est diviser en fait les articles en collaboration du Maroc entre ceux pour lesquels ils sont les auteurs correspondants, donc qui sont ceux qui mènent, on peut dire, le travail, versus s'ils sont des auteurs non correspondants. Et c'est assez intéressant parce que, bon, en 96, on avait parité. Donc, c'était 50-50. Et que voit-on en 2016, évidemment, ça aussi, mais on voit évidemment une certaine augmentation de la proportion d'articles pour lesquels ils ne sont pas meneurs de la collaboration. Et donc, on est dans une situation où c'est davantage, en 2015-2016, un tiers d'articles pour lesquels le Maroc mène et 2 tiers pour lesquels la collaboration étrangère est celle qui est auteur de correspondance. Et donc, là-dessus, je m'arrête et merci.